Bon, donc on va continuer. Donc, en se référant aux pages 2 et 3, documents ressources, pages 14, 15 et 17, on vous demande de répondre aux questions sur le document réponse 5 et 6. Donc voilà le document 15 et 14 avec sa nomenclature. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu le fonctionnement à partir du moteur frein jusqu'au tambour. Bon, donc la première des choses, c'est qu'on va essayer d'expliquer un petit peu les états, les deux états, l'état freiné et l'état embrayé de ce frein embrayage. Voilà, donc ça c'est une partie du dessin d'ensemble, d'accord? Donc dans l'état freiné, quand l'électroaimant 14, celle-là, l'électroaimant 14, c'est là en jaune, est non excité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité. Le ressort frein, celui-là, le ressort frein, il va plaquer le disque mobile 3, ce disque-là, voilà, ce disque il est mobile, et avec sa garniture qui est collée, numéro 4, avec sa garniture, ils vont les plaquer contre le plateau numéro 5, contre ce plateau-là, le plateau frein 5 lié à l'arbre moteur. La liaison elle est réalisée par une clavette, ici, comme vous voyez ici, là. D'accord? Donc, quand il est excité, quand il est non excité, c'est le ressort qui fait le travail. D'accord? Donc, il va plaquer ce disque 3, ce disque frein mobile 3, contre le plateau 5. Voilà. Et puisque le plateau 5 est lié à l'arbre moteur, donc c'est l'arbre moteur qui va tourner. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est l'état freiné. Donc dans l'état freiné, le plateau, donc tout ça, il n'y a pas de mouvement parce que nous avons un état freiné. Maintenant, on passe à l'état de l'embrayage. Alors, l'état de l'embrayage, c'est un peu l'inverse. Alors, lorsque maintenant l'électroaimant 14 est excité, il développe une force axiale. Donc, lorsque c'est là excité, donc il va développer une force axiale capable de placer le disque. Donc, il va déplacer ce disque-là, le disque en mauve, le disque frein mobile 3, axialement, de manière à libérer en rotation le plateau frein. Donc le plateau frein qui a été tout à l'heure, qui a été freiné, donc il va être libéré. Pourquoi? Parce que l'électroaimant est excité, il a déplacé, il a attiré 3 et par la suite, donc il va laisser un jeu ici, un espace, comme ça le plateau frein 5 il est libéré. En permettant ainsi la rotation de l'arbre. Donc bien sûr s'il est libéré, donc il va tourner, pardon. Donc il va faire tourner donc quoi? Il va faire tourner l'arbre. Voilà, l'arbre 19. L'arbre 19, bien sûr, sur lequel on a un engrenage, on a un réducteur qu'on va voir au fur et à mesure. Bon, je vais revenir sur le dessin d'ensemble pour bien expliquer le... Donc, nous avons expliqué la première partie, cette partie-là du frein, les deux états, état freiné et état embrayé. Maintenant, une fois le mouvement est arrivé là, donc nous avons un réducteur composé des engrenages. Le premier engrenage là, en jaune, en bleu, et le deuxième là. Donc cet engrenage qui va transmettre le mouvement grâce à cet arbre, à l'arbre celui-là. C'est un arbre intermédiaire qui va lui, grâce au système poulie-courroie, va transmettre le mouvement de cet arbre-là vers l'arbre 49, l'arbre de sortie, sur lequel il y a le tambour. D'accord? Ainsi, donc, le tambour va tourner et automatiquement, ce sont les bouteilles à emballer qui vont être déplacées. Alors, quand vous voyez ici sur le dessin, sur le schéma du convoyeur d'entrée, c'est la même chose, mais c'est un schéma en 3D sur lequel est expliqué donc, le moteur frein. Donc, j'ai le colorié en jaune, d'accord, le moteur frein du convoyeur d'entrée. Vous avez
Vous avez ici les engrenages 33, 23, 36 et 32. Donc tout ça, l'engrenage 33, 23 et 36, 32, donc vont composer un réducteur d'engrenage. Et là, nous avons la transmission réalisée par le système poulie-courroie. La courroie, la poulie 34 et la poulie 50, d'accord? Et entre les deux, il y a la transmission faite par courroie, quelle courroie? La courroie numéro 46. Automatiquement, donc voilà, donc une fois donc, le mouvement est arrivé vers 48, le tambour, donc il va essayer de déplacer les bouteilles sur ce tapis, le tapis 47. Et voilà donc le système, comment il travaille. Donc ça, c'est en général le fonctionnement de notre système. Et en lisant bien le système et la lecture des pages 2 et 3, nous allons essayer de répondre à la partie qui suit. C'est la tâche numéro 1, c'est l'analyse fonctionnelle du système à emballer les bouteilles. Donc on vous demande, en se référant à la présentation du système qu'on a fait tout à l'heure, le système à emballer les bouteilles, sur les pages, comme je disais, pages 2 et 3, compléter l'actigramme A.0 suivant, A-0 suivant. Voilà, donc au début, alors on vous donne bien sûr l'actigramme comme ça. Vous avez le système à emballer les bouteilles. Là, on va mettre la fonction globale du système. Alors comment je vais la voir? Je vais la tirer à partir de l'énoncé que j'ai lu dans les pages 2 et 3. Donc, la fonction, c'est emballer les bouteilles dans un film en plastique. Bien sûr, avec de l'énergie, en s'alimentant avec de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Au début, nous avons les bouteilles à emballer. Ça, c'est la matière d'œuvre d'entrée. Et enfin, nous avons une valeur ajoutée à la fin, c'est les bouteilles qui sont emballées avec des informations. Voilà, donc ça c'est la première question, je crois sur 2 points. Vous voyez déjà sur 2 points, un exercice simple, juste en lisant bien le fonctionnement, donc vous aurez 2 points, 2 points pour cet exercice. Maintenant, la question B, compléter en se référant aux pages 2 et 3 toujours, parce que les pages 2 et 3 contiennent l'ensemble des fonctionnements du système, elles décrivent aussi le cycle de fonctionnement de notre système. On va essayer de compléter le diagramme FAST relatif à la fonction déplacer et positionner les bouteilles à emballer suivant l'axe Y. Donc on ne va pas analyser toutes les fonctions du système, on va juste analyser la fonction de service déplacer et positionner les bouteilles à emballer. Alors maintenant, pour déplacer et positionner les bouteilles, je vais essayer dans le FAST en général, elle est partagée en 2 colonnes. Alors cette colonne, on va décrire les fonctions techniques. Par exemple, pour réaliser la fonction de service déplacé, on a combien de fonctions techniques? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonctions techniques. Et chaque fonction technique, il a une solution constructive. Par exemple, maintenant, on vous demande de donner une fonction technique à la solution technologique réseau électrique. Bien sûr, c'est quoi? La fonction, c'est alimenter en énergie électrique. Maintenant, quelle est la solution technologique de la fonction technique distribuer l'énergie? Bien sûr, ça sera le variateur des vitesses. Alors, comment j'ai trouvé le variateur cette réponse? Elle est décrite dans la page 2 et 3 de l'épreuve. D'accord? Il faut toujours se référer les 2 premières pages pour répondre à ces questions. Vous n'avez pas inventé les réponses. Elles sont déjà décrites sur le fonctionnement. D'accord? Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Bien sûr, on a dit que pour convertir une énergie électrique en énergie mécanique, ça ne sera qu'un moteur, un actionneur, et là, c'est le moteur frein du convoyeur d'entrée. Pour transmettre la puissance mécanique de rotation de l'arbre moteur 19 au tambour d'entraînement, nous avons tout à l'heure décrit le fonctionnement, comment il fonctionne.
Donc, pour transmettre la puissance, nous avons bien sûr au début un réducteur à engrenage, puis nous avons complété par un système poulie et courroie. Et enfin, pour transformer la puissance mécanique de rotation de tambour d'entraînement 48 en puissance mécanique de translation, donc là nous avons une transformation de mouvement, donc c'est la fonction de qui? C'est du tapis 47, donc il va transformer la puissance mécanique de rotation en translation pour déplacer bien sûr les bouteilles à emballer. Voilà, donc ça c'est pour la question P. Maintenant la question C. On vous demande de compléter en se référant au document ressources 14 sur 20 et 15 le tableau suivant. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, vous mettez devant vous les documents ressources 14 et 15 et vous allez répondre aux questions hein, en parallèle. Le rôle du ressort frein. On vient de décrire tout à l'heure le fonctionnement du ressort frein. Quelle est sa fonction? La fonction, c'est assurer le contact du frein mobile 3 et le plateau frein 5. Donc, si vous avez devant vous le dessin, vous pouvez suivre avec moi cette fonction. L'électroaimant. Quel est le rôle de l'électroaimant 14, qui est la bobine? C'est de déplacer le disque frein mobile pour libérer l'arbre moteur 19 en rotation. Donc, l'électroaimant, qu'est-ce qu'il va faire? Qui est bien sûr une bobine, qu'on a vu tout à l'heure en jaune. Il va créer, quand il est excité, ce qu'il va faire, donc il va créer un champ magnétique pour attirer le disque frein, et comme ça, on va libérer l'arbre moteur 19 en rotation. Les joints à lèvres 39. Alors les joints à lèvres, c'est la fonction étanchéité que vous avez déjà vu en première année. Donc, c'est assurer l'étanchéité dynamique entre le couvercle 42 et l'arbre de sortie du réducteur 41. Les 4 lumières maintenant, qui sont réalisées sur la semelle support 27. Bon, je vais revenir en arrière pour voir les lumières dont je parle maintenant. Alors, voilà, les lumières sur lesquelles on parle, ce sont celles-là. Voilà, cette lumière-là, avec cette lumière-là, et les deux autres qui sont par symétrie. Donc, à quoi servent ces lumières? Alors, c'est quoi d'abord une lumière? Alors, une lumière, c'est un trou, sont des trous, c'est un trou qui a cette forme-là. On l'appelle une lumière. Alors, sur lesquelles, alors vous voyez ici un boulon, sur lesquels sont insérés un boulon pour permettre le réglage de quoi? Alors, si je reviens en arrière un petit peu, sur le dessin d'ensemble, voilà. Et voilà les lumières, donc nous avons 4 lumières, la première, deuxième, troisième et quatrième. Donc on doit desserrer un petit peu les boulons, d'accord? Ces boulons-là, hein? Pour quoi faire? Pour libérer un petit peu le socle, pour ajuster le montage de la poulie. Alors parce que pour monter, il faut bien mettre en tête lors du montage d'une courroie, d'accord? Il faut bien positionner le socle en bas pour permettre l'entrée de la courroie. Donc comme ça, donc ça facilite les tâches. Après, on prolonge verticalement, et on serre, d'accord? Donc c'est ça le rôle des lumières. Maintenant, pour les rainures. Alors, pour les rainures. Vous avez une rainure là, une autre rainure et deux autres rainures. Alors là, pour permettre le déplacement, pour mettre un alignement, la poulie 49 avec cette poulie-là, en bas. D'accord? Donc pour bien les aligner. C'est ça le rôle des rainures. Voilà, donc je continue. Donc on était là. Les 4 lumières réalisées sur la semelle du support pour régler la tension du courroie. Bon, pour bien régler la tension, parce que en transmission, lors du montage de la poulie, ça doit être bien tendu. Les 4 rainures réalisées sur le corps que je viens d'expliquer, se régler l'alignement, que je viens de dire, régler l'alignement de la poulie motrice 34 avec la poulie réceptrice.
Donc voilà, on passe maintenant à la tâche 1.2. La tâche 1.2, c'est l'étude partielle de l'automatisme du système à emballer les bouteilles. Alors, on vous dit, en se référant au cycle de fonctionnement du système à emballer les bouteilles, page 3 et page 16, complétez le graphe 7 du point de vue commande. Donc, on vous donne le graphe 7 du point de vue partie opérative. Bon, j'explique un petit peu. Alors, ce graphe 7 est composé de 12 étapes. Sur chaque étape, vous avez des actions, d'accord? La tâche pour l'étape 2, par exemple, sortir la tige, quand vous lisez ici, rentrer la tige, sortir, ça c'est un enchaînement logique. Ça c'est un enchaînement logique des opérations qui sont effectuées pour que le système exécute sa tâche. On commence par un départ cycle et des conditions initiales et les bouteilles à emballer devant le vérin de poussée. Voilà, donc ça c'est, vous devez lire ce graphe 7 sur le document réponse page 16/20. Alors, j'ai déjà expliqué au départ cet enchaînement. Je disais que au début, quand nous avons les bouteilles à emballer devant le vérin de poussée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sa tige. Il va sortir sa tige du vérin de poussée. Bon, jusqu'à quoi? Jusqu'à que la tige du vérin de poussée VP sortie. Donc, nous aurons par la suite un capteur qui nous indique que le vérin de poussée est sorti. Puis, dans la troisième étape, rentrer la tige. Donc, une fois il a poussé les bouteilles, donc il va rentrer. Puis, on va aussi sortir le vérin de maintien qui va sortir, qui va maintenir l'emballage. Puis, on assistera à la sortie du tige du vérin de soudure et de découpe, qui va bien sûr souder et découper l'emballage. Par la suite, la soudure va prendre un temps de 3,5 secondes. L'étape 7, on va rentrer toutes les tiges des vérins VM et VCR. Et on va mettre maintenant en marche les convoyeurs, puis la partie du chauffage, chauffer pendant T2 T égale à 4,5. Par la suite, on va mettre en marche les moteurs des convoyeurs et mettre en marche le convoyeur de chauffe, puis mettre en marche le convoyeur de refroidissement pendant un temps T3 est égal à 6 secondes. Et enfin, on va mettre en marche le moteur du convoyeur de sortie pour libérer l'emballage. Voilà, donc vous devrez bien lire ce graphe 7, cet enchaînement, pour bien répondre à la question. Alors, on vous donne sur les... Bon, maintenant, je présente ici les documents ressources. Par exemple, sur la page 6/20, vous avez le tableau des affectations des entrées. Vous avez les entrées, présence de bouteille, départ cycle, tige de vérin de poussée, rentrée. La désignation des capteurs, bon là, c'est la désignation des capteurs, donc les capteurs des entrées. Par exemple, présence des bouteilles à emballer devant le vérin, nous avons le capteur P qui nous indique qu'il y a la présence des bouteilles. Nous avons bien sûr le départ cycle, la tige de vérin. Alors, quel est le capteur qui va nous indiquer que la tige de vérin est sortie? C'est VPR. Ainsi que pour la rentrée du vérin, VP, VPS, et ainsi de suite. Et à chaque entrée, à chaque capteur, nous avons une adresse, une entrée dans l'automate Zelio. Donc, par exemple, P, on affecte I11, DCY, on affecte I1, I2, I3, I4. Donc, comme vous voyez, nous avons 14 entrées ici. Maintenant, sur le même document, le document 16, vous avez le tableau des affectations des sorties. Vous voyez sur le document les différentes. Donc, par exemple, ici, le contacteur de marche, on le désigne par KM1. Le contacteur de marche du convoyeur de sortie, ça c'est pour le convoyeur de chauffe. Donc, vous avez la désignation de chaque préactionnaire pour actionner bien sûr les moteurs, etc. Les moteurs ou bien les vérins. Et là, c'est l'affectation des adresses Q1, Q2, Q3. Ce sont les adresses sur l'automate programmable Zelio. Voilà, donc ça c'est sur les données. Je suis en train de lire un petit peu les données. Et voilà, donc ici, l'affectation des entrées. Donc j'ai un petit peu faire le récapitule de toutes les entrées. Donc vous avez les informations qui peuvent être des comptes rendus ou bien des consignes. Hein, je vous rappelle,
une information, soit un compte rendu, soit une consigne. Et à chaque information est associé un capteur. Et bien sûr, une entrée automate. Tout l'enchaînement qu'on a vu tout à l'heure sur le graphe 7, bon, je l'ai classé ici par les étapes logiques, l'étape 2, 3, 4, 5. Et voilà, à chaque étape, nous avons une action. Par exemple, sortir la tige de V1 du poussé VP, c'est le V1 VP qui sort. Et le préactionneur électrovanne de sortie, sa désignation. La désignation de l'électrovanne, donc il va agir sur le de l'électrovanne qui va agir sur le V1. Alors vous voyez un petit peu le tableau. Donc le tableau, c'est un résumé de toutes les étapes, de toutes les étapes de notre graphe 7. Vous pouvez lire, c'est un enchaînement logique d'après le graphe 7 de tout à l'heure, sur laquelle vous voyez chaque étape, l'action correspondant à l'étape, l'actionneur correspondant à l'action et le préactionneur qui va distribuer l'énergie à l'actionneur. Et puis, sa désignation, enfin, les sorties sur l'automate. Donc, tout à l'heure, nous avons vu les entrées, maintenant, c'est les sorties. Alors, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je l'ai décrit, moi, avec un schéma, d'accord, un schéma hydraulique, dans lequel on voit clairement les différents vérins, différents actionneurs et les préactionneurs pour accomplir la tâche et pour réaliser la fonction. Alors, au début, nous avons dit la présence des bouteilles à emballer. Elles vont être déclarées par un capteur P qui va être là. Une fois ils sont touchés, le capteur est touché, ça veut dire, donc c'est le vérin du poussé qui va sortir, voilà, le vérin de poussé, il va sortir pour déplacer les bouteilles contre le vérin sur le prolongement du vérin de maintien. D'accord? Donc ce vérin de maintien, comme vous voyez, il est piloté par un distributeur 4/2 avec des électrovannes Vm-, Vm+, et bien sûr, il est ici la commande. La même chose, donc une fois il est maintenu, c'est le rôle du vérin de soudage et de découpe, donc qui va descendre pour réaliser sa fonction qui est le soudage et la découpe. Alors, comme vous voyez ici, ce vérin, cet actionneur, il est commandé par un préactionneur qui est le distributeur. Là, c'est un distributeur 5/2. D'accord? Et son électrovanne VS- et VS C+. Donc, une fois qu'ils reçoivent l'ordre à partir de l'automate, donc ils vont déplacer le tiroir du distributeur dans une ou l'autre de ces positions pour permettre à l'entrée de l'énergie pneumatique, à la source de l'énergie pneumatique, pour déplacer. Donc vous pouvez suivre ici par exemple dans la première phase, donc au repos. Donc nous avons le déplacement ici de l'air, donc il va se déplacer. Donc là, nous avons un régulateur de débit. Donc une fois l'air comprimé est arrivé là, il ne va pas passer par ce trajet-là, il va passer par ce trajet, il va déplacer la bille un petit peu comme ça, il va déplacer, hop, voilà, donc il va remplir cette partie-là en air comprimé, ce qui va agir sur le piston. Et vous regardez ici, l'air comprimé qui était là, dans cette chambre, il va s'échapper à partir de là. Donc, bien sûr, là, il ne va pas passer par ce chemin-là, il va prendre ce chemin-là. Et là, un étrangleur pour régler la vitesse de déplacement de la tige de vérin. D'accord? Là, c'est pour régler la vitesse de déplacement du vérin. Et donc, il va prendre ça, hop, il va
sortir, il va s'échapper par là. Donc ça, c'est l'échappement. Donc maintenant, une fois que les bouteilles sont positionnées en prolongement du vérin de soudage, donc l'électrovanne VSC va être excité. Il va changer de position. On va retrouver les deux orifices là, de ce côté-là. Donc de ce côté-là, donc il va suivre comme ça. Hop, donc voilà, donc il va déplacer l'air comprimé à partir de là. Donc il va reprendre ce point, il va lever cette bille, d'accord? Voilà, il va se déplacer, il va suivre ce trajet. Et voilà, on va retrouver l'air comprimé. Et c'est qu'il va faire descendre le piston et par la suite la tige de vérin. Et ainsi de suite pour les autres vérins. Donc voilà en gros, ça vous n'avez pas ce schéma sur votre dessin, mais c'est moi qui a fait ce schéma pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Hein, on assiste aussi à des capteurs de fin de course, voilà les différents capteurs que j'ai. Donc nous avons les premiers capteurs du vérin du poussé, VPR, celui de rentrée de la tige, le capteur VPS pour la sortie de la tige, VSCR c'est pour la rentrée de la tige du vérin de soudage, VSCS pour la sortie du vérin de soudage, et la même chose pour VMR, VMS, et sont commandés par les électrovannes. Voilà, donc en gros, ça c'est le fonctionnement de notre système. Tout ce système-là est géré par un module automate programmable industriel, Zelion. Donc, comme vous voyez sur le schéma, j'ai ici les entrées. Donc, ça c'est la partie câblage. J'ai le départ cycle, le VPR, le capteur du vérin de poussée, la sortie du vérin de poussée. Donc, tous les capteurs, ils sont là. Ils sont liés directement à la partie des entrées de l'automate. Et nous avons les autres préactionneurs qui sont liés à la sortie. Voilà, nous avons 12 sorties, KM1 pour le convoyeur d'entrée, KM2 pour le convoyeur de chauffe, KM3 pour le convoyeur de sortie, etc. Donc, normalement, vous avez 12 sorties, donc j'ai dessiné justement 3. KM1, KM2, KM3, ça ce sont les contacteurs qui vont distribuer l'énergie aux différents actionneurs qu'on a vu tout à l'heure, les moteurs. Voilà. Maintenant, la tâche ici, la tâche 1-2, la tâche numéro 2, donc voilà le GraphSat point de vue partie opérative qu'on avait décrit largement. Maintenant, on va essayer de compléter le GraphSat du point de vue commande. Alors, on vous donne le GraphSat partie, voilà, le GraphSat du point de vue partie opérative, elle est là, bon, je l'ai résumé ici, et vous avez les cases qui sont vides que vous devez remplir. Alors, comment vous allez faire? Vous allez juste voir, par exemple, sortir la tige de vérin du poussé. Alors, je vais voir ici l'action, sortir la tige du vérin du poussé. Alors, la désignation de préaction, c'est VP+. Alors, hop, je mets ici VP+. D'accord? Mais avant tout ça, vous devez comprendre d'abord qu'est-ce qui est écrit là. Alors, l'étape 1, c'est une étape d'attente. Et la réceptivité qui suit, sur la transition, vous avez la réceptivité suivante. Le départ cycle, DCY, vous avez P, le capteur de poussée, donc le capteur de présence des bouteilles, VPR, VMR et VSR. Donc tous les capteurs, ils sont là. Maintenant, on passe maintenant à l'étape. Alors, avant, donc, dans la réceptivité, c'est VPS. Voilà, elle est là. VPS. Maintenant, l'étape 3, c'est quoi l'étape 3? C'est rentrer la tige du vérin du poussé VP.
c'est quoi? C'est VP-. Donc je mets VP-. Quel est le capteur associé à cette action? C'est VPR. Donc VP-, la sortie, la rentrée du tige des vérins, elle va être associée par le vérin du poussé rentrée. L'étape 4, sortir la tige de vérin de maintien VM, je vais VM+. Et la transition et la réceptivité associée, c'est VMS. Cinquièmement, l'étape 5, sortir la tige de vérin de soudure et de découpe. Donc je mets VSC+, parce qu'elle est là. VSC. Donc à chaque étape, la désignation de préactionneur qui lui convient. Pour les capteurs, c'est VSCS. Maintenant, l'étape 6 est déjà là, RT1. C'est l'étape 6. L'étape, c'est souder et découper pendant c'est une temporisation, avec un relais de temporisation. Sur l'étape 7, rentrer la tige de vérin VM et rentrer la tige de... Donc, ce sont des actions qui se passent en même temps. D'accord? Donc, je les mets ici, VM- et VSC, et leur capteur correspondant. La phase 8, mettre en marche le moteur de convoyeur de chauffe, c'est KM1. D'accord? L'étape 9, chauffer pendant un temps T2 égale à 4,5, donc c'est RT2. L'étape 10, mettre en marche les moteurs de convoyeur de chauffe et de sortie. Donc les deux, et nous avons ici mettre en marche les moteurs de chauffe et de sortie. Donc nous avons KM1 et KM2. Puis l'étape 11, nous avons mettre en marche le moteur de refroidissement. Donc c'est la préactionneur qui est associé, c'est KM3. Et où nous avons dit pendant un temps T3 est égal à 6 secondes, donc nous allons montrer aussi le temps de temporisation. Voilà le temps de temporisation. On mettait un T3 par exemple, 11 relatif à l'étape 11 et combien de temps pour 6 secondes. Et enfin, vous avez mettre en marche le moteur de convoyeur de sortie KM2. Donc voilà, donc on a complété le GraphSat du point de vue partie commande. Je passe maintenant à la question B, compléter le GraphSat du point de vue API cette fois-ci, mais on va pas compléter tout le GraphSat, on va juste un GraphSat partiel des étapes 5, 6 et 7. D'accord? Voilà. Alors, je vais mettre devant vous le tableau des sorties et le tableau des affectations des entrées et des sorties. Alors, par exemple ici, c'est ça ce que nous devons de faire tout à l'heure, la question A. Nous avons réalisé le GraphSat du point de vue partie commande et on doit passer au GraphSat du point de vue API. Alors, comment faire? Il faut juste voir ici l'étape VSC+, par exemple. À quoi correspond VS+? Voilà, VS+ à Q8. Normalement, voilà, c'est Q8. Les capteurs, donc au capteur VS, je vais chercher ici le capteur VSCS. VSCS, voilà, c'est la sortie I7. Voilà, I7. Maintenant, l'étape 6, vous avez RT1. RT1, c'est le relais temporisateur, donc il correspond à TT1. Donc voilà, TT1, la sortie. L'étape 7. L'étape 7, qu'est-ce que nous avons? Nous avons VM- et VSC-. Donc je vais chercher sur les sorties VM-, voilà, c'est Q7, et VSC-, c'est Q9. Voilà, Q7 et Q9. Et enfin, VMR, les capteurs VMR, VSCR, VMR et VCR, voilà, I4, I et 6. Et voilà, c'est très simple, c'est pas une grande chose pour compléter. Il suffit de voir les tableaux d'affectation d'entrée et de sortie pour essayer de compléter le GraphSat du point de vue API. Maintenant, on vous demande de compléter le programme en langage ladder relatif au modèle Zelio de l'opération de soudure du film en plastique à l'étape 5 à l'étape 7. On vous demande normalement de compléter ce tableau-là. Alors, pour compléter ce tableau, il faut voir un petit peu
c'est-à-dire qu'on va réaliser un langage ladder à partir du graphe 7. Donc réalisation du graphe en langage ladder. Donc on va se baser sur l'enchaînement, sur le diagramme, sur le graphe 7 pour réaliser le langage ladder. Maintenant je vais faire un petit rappel pour rappeler aux gens, aux élèves, comment ça se passe. Alors la programmation du graphe 7 en langage ladder de l'API consiste à associer à chaque étape I, regardez ici, à chaque étape I du graphe 7, un bit interne de l'API, une action, donc on va lui associer un bit interne, c'est une mémoire. Je vais l'appeler par exemple MI. Si par exemple I est égal à 1, c'est M1. Ici M0, I plus 1, ça fait 2. Donc voilà, ça c'est le graphe 7. Et à chaque étape est associée une action à l'étape correspondante. D'accord? Donc l'étape I est matérialisée par une case mémoire MI, par exemple. L'étape I est activée. Alors maintenant, on va passer aux activations, aux désactivations. Alors, l'étape I est activée par l'étape I-1. Donc cette étape est activée par l'étape I-1 et la réceptivité TI. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, là, par exemple, l'étape 1. L'activation de l'étape M1 est réalisée par I1, M1. D'accord? L'étape maintenant, la désactivation est réalisée par l'étape I plus 1. Donc, l'étape pour désactiver, il faut passer à l'étape suivante, qui est M3 par exemple. Donc, on appelle reset M1, et là, c'est set M1. Donc, voilà, ça juste un petit rappel du principe de traduction d'un graphe 7 en ladder. On passe maintenant, donc, les données que nous avons ici. D'abord, je vais mettre en équation ce tableau-là. Alors, le tableau que j'ai, je vais le mettre en équation. Donc, je vais commencer par, dans ce tableau, je mets les étapes et je mets les équations d'activation et les équations de désactivation. Par exemple, si je prends l'étape 5, elle est là. Alors, l'étape 5, comment il est activé? C'est quoi son équation d'activation? L'équation d'activation de l'étape 5, c'est M4, voilà, M4, I5. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc 5, cette étape est active lorsque M4 est active et la réceptivité I5 est vraie. Voilà. Et comme ça, je peux activer 5. Maintenant, sa désactivation. Alors, comment on désactive l'étape? Comment l'étape 5 est désactivée? Il est désactivé en passant à l'étape suivante, l'étape 6. Je mets M6. D'accord? Maintenant, pour l'étape 6, si je prends l'étape 6, voilà. L'étape 6 est activée par l'étape 5, donc c'est M5, et la réceptivité I7, fois I7, point I7. D'accord? Et elle est désactivée par l'étape qui suit, c'est l'étape 7. Donc, je mets M7. D'accord? La même chose pour l'étape 7. Donc, nous avons M6 T1 et la désactivation elle est faite par l'étape qui suit, c'est l'étape 8. Et voilà, donc je rassemble toutes les équations, les étapes dans un tableau. Maintenant, pour les équations de sortie, les actions. Les équations, nous avons les équations de sortie. Alors, Q8, je retrouve Q8 sur l'étape M5, voilà. T1, je la retrouve sur l'étape 6. La sortie Q7, je la retrouve ici avec l'étape 7. Et Q9 aussi, je la retrouve sur l'étape 7. Enfin, donc, une fois que j'ai mon tableau d'équation d'activation, désactivation, j'ai les équations de sortie. Maintenant, je peux compléter ce tableau, compléter le programme en langage ladder relatif au modèle ZE de l'opération de soudure du film plastique de l'étape 5 à l'étape 7. Donc voilà, donc vous allez considérer M4, donc on vous donne déjà M4 et 5, ce sont les contacts. Et donc je vais prolonger le fil ici, je prolonge ici, la même chose. Et là, donc je vais poser juste ce que j'ai dans le tableau. Donc M7, M5 et 7. M5, voilà, c'est quelle étape? C'est l'étape 6. L'étape 6. Donc, 7 M6 est égal à M5 I7. M5 I7.
La recette. Recette M6, c'est égal M7. M7. Recette M6, c'est M7. Pour l'étape 7, la même chose. Hein? Donc, nous avons 7, l'étape d'activation et l'étape de désactivation. Pour l'étape d'activation, M6T1, M6T1. Et pour le recette, M8. Voilà, M8. Voilà. Maintenant, pour les équations de sortie, la sortie Q8 est égale à M5. Donc, Q8, M5. M6, TT1, c'est M6. Et pour les sorties Q7 et Q9, nous avons M7. Et comme vous voyez ici, Q7 en parallèle avec Q6 parce qu'ils sont activés par l'étape M7. Voilà, donc je vous laisse et je vous retrouve dans l'étape, dans la tâche numéro 1-3.